Les Ukrainiens sont à l'offensive à Zaporijia depuis juin. Malgré quelques succès locaux, les troupes ukrainiennes n'ont pas réussi à percer le front et à remporter une victoire décisive. Mais la bataille pour Zaporijia continue. Cette dernière semaine, Kiev a reçu des missiles ATACMS d'une portée de 165 km. Il s'agit d'un défi majeur pour la logistique russe, qui a déjà eu du mal à s'adapter à la menace que représentent les missiles standards HIMARS d'une portée de 70 km. Cependant, commentant l'arrivée des ATACMS, Mikhailo Podolak, conseiller présidentiel ukrainien, a déclaré « Un nouveau chapitre de la guerre ne fait que commencer. Il n'y a plus d'endroit sûr pour les Russes. À moyen terme, les Russes ne pourront pas tenir le sud, la Crimée et la flotte de la mer Noire. Le compte à rebours a déjà commencé. Nous examinons les projets des nouveaux corridors de transport russes et la manière dont les ATACMS affectent les calculs du Kremlin. Sur carte. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, les Russes sont confrontés à d'énormes problèmes logistiques. Ils ont contraint l'armée russe à se retirer des faubourgs de Kiev en mars 2022, puis à évacuer la tête de pont de Kherson en novembre. La logistique est d'autant plus difficile pour Moscou que l'armée russe est totalement dépendante du transport ferroviaire. Cette dépendance est particulièrement évidente sur le front sud. Nous avons consacré cette question à un dossier plus large intitulé « Logistique, la fragilité de la Russie à Zaporijia ». L'épisode actuel de Sur Carte met à jour ce matériel avec les derniers événements. En juin, les Ukrainiens ont lancé leur offensive tant attendue à Zaporijia. Malgré l'engagement de forces considérables et plus de 4 mois de combat, l'offensive n'a apporté que des gains très limités aux Ukrainiens. En fait, des avancées majeures n'ont été réalisées que dans 2 secteurs, près du village de Robotyne et près du village de Velika Novosilka. Il ne s'agissait que de succès locaux qui ne se sont pas traduits par une percée sur le front. Cependant, l'offensive terrestre n'était qu'une partie d'une opération ukrainienne plus large sur le front sud. En parallèle, Kiev a lancé une attaque intensive contre l'arrière-pays russe. L'objectif était de détruire les routes et les liaisons ferroviaires clés et de paralyser ainsi la logistique de l'ennemi. Au cours de cette période, le pont de Crimée a été attaqué à 2 reprises par les Ukrainiens, d'abord en juillet, puis en août. Une partie du tronçon routier du pont s'est effondrée dans la mer, mais le pont n'a pas été complètement désactivé. Les attaques ukrainiennes contre les ponts sur le Sivash, reliant la Crimée à la région de Kherson, n'ont également été qu'à moitié réussies. Le pont ferroviaire sur le Sivash n'a été attaqué avec succès qu'une seule fois, fin juillet, mais les dégâts ont été minimes. Les Russes ont rapidement effectué des réparations et les trains transportant du matériel de guerre en provenance de Russie ont repris leur circulation vers Zaporijia. Même si les Ukrainiens ont réussi à endommager certains ponts routiers sur le Sivash, l'impact sur la logistique russe a été minime. En fait, les Russes installèrent rapidement plusieurs ponts flottants, ce qui s'avéra suffisant pour transporter le ravitaillement, compte tenu des eaux peu profondes et étroites du Sivash. Début octobre, après 4 mois de violents combats, la situation sur le front de Zaporijia semblait sombre pour les Ukrainiens. Bien qu'ils aient réussi à avancer de quelques kilomètres dans certaines sections, le terrain fortement fortifié signifiait que les succès ukrainiens locaux ne se traduisaient pas par une percée sur le front. Les attaques contre l'arrière-pays russe ont également donné des résultats limités. Les Ukrainiens ont rendu la vie difficile aux lignes d'approvisionnement russes, mais n'ont pas paralysé leur logistique. Les Ukrainiens continueront certainement leurs attaques contre Zaporijia dans les mois à venir, mais le premier round de la bataille de Zaporijia a été remporté par les Russes. Mais Moscou ne se repose pas sur ses lauriers. Au cours des derniers mois, d'intenses travaux de fortification ont été menés du côté russe du front. Les fortifications existantes sont agrandies et de nouvelles lignes de fortification sont construites profondément dans la ligne de front. Les fortifications visent à ralentir la progression de l'armée ukrainienne et à briser son potentiel d'opérations offensives ultérieures. Mais les Russes ne se contentent pas de construire des fortifications. En septembre, il a été annoncé qu'ils avaient commencé les travaux sur une ligne ferroviaire qui relierait Melitopol à la Russie. Il n'existe actuellement aucune liaison directe avec la Russie et tous les trains de Rostov à Zaporijia doivent faire un détour par la Crimée. En conséquence, la logistique russe à Zaporijia est très fragile, le pont de Crimée et le pont ferroviaire sur le Sivash à Chongar étant les points les plus fragiles. Si l'un de ces ponts a été mis hors service, les trains transportant des approvisionnements pour l'armée russe combattant à Zaporijia ne pourraient plus circuler. Certes,
Comme nous l'avons souligné au début de cet article, les attaques ukrainiennes contre les ponts ferroviaires n'ont pas été très efficaces jusqu'à présent, mais la peur de leur destruction empêche certainement le personnel russe de dormir la nuit. C'est pourquoi les Russes souhaitent rendre leur logistique totalement indépendante de la liaison ferroviaire passant par la Crimée. Les services de renseignement ukrainiens affirment que l'objectif des Russes est de construire une nouvelle ligne ferroviaire assurant une liaison directe entre Rostov et Zaporijia. La ligne relierait les villes de Rostov, Mariupol, Berdiansk et Melitopol. Les rapports ukrainiens sont également corroborés par les renseignements britanniques, dont les analyses mettent souvent en avant la dépendance de l'armée russe vis-à-vis du transport ferroviaire. Il est intéressant de noter que, selon les Britanniques, Moscou a engagé principalement des entrepreneurs privés pour le projet, plutôt que les forces ferroviaires de la Fédération de Russie, qui comptent quelques 30 000 hommes. D'une part, il s'agit probablement de dissuader les Ukrainiens de lancer des attaques qui pourraient entraîner la mort d'entrepreneurs civils. D'un autre côté, cela maintient les forces ferroviaires en attente pour la réparation immédiate des infrastructures ferroviaires clés en Crimée si elles étaient victimes d'attaques ukrainiennes. Pour l'instant, les photos confirment que les travaux ont commencé principalement sur le tronçon entre Mariupol et Rostov. Les Russes se sont lancés dans une tâche ambitieuse. Pour réaliser le projet de relier Rostov à Melitopol, il faut poser 50 km de voies ferrées entre Rostov et Mariupol, 80 km entre Mariupol et Berdiansk, et 105 km entre Berdiansk et Melitopol. Il s'agit de valeurs minimales et suppose que la ligne ferroviaire suit les routes principales. Dans la pratique, en raison du terrain, il faudra peut-être poser davantage de kilomètres de voies. Il est difficile de dire combien de temps il faudra aux Russes pour mener à bien ce projet. Selon toute vraisemblance, cela prendra de nombreuses années. Mais les Ukrainiens ne perdent pas espoir. Selon Kiev, la victoire à Zaporijia est encore possible. Du côté ukrainien, la victoire dépendra de la livraison de missiles Atacams, capables de frapper avec précision l'arrière-pays ennemi. Le 17 octobre, les forces armées ukrainiennes ont annoncé avoir mené une opération baptisée Libellule. Les cibles étaient les aérodromes de Berdiansk et de Lugansk, loin derrière la ligne de front. Il fut rapidement révélé que les Ukrainiens avaient utilisé des missiles Atacams lors de l'attaque. Les images des aérodromes touchés suggèrent que les Ukrainiens avaient reçu une ancienne version du missile Atacams, le Bloc 1. Ces missiles ont une portée d'environ 165 km et une ogive contenant 950 sous-munitions à fragmentation M74. L'opération Libellule, Dragonfly, a été un succès total. Les images satellites confirment la destruction et l'endommagement de 21 hélicoptères russes sur les aérodromes de Berdiansk et de Lugansk. Il s'agit là des pertes les plus importantes subies par l'armée de l'air russe depuis le début de la guerre. Ce n'est pas un hasard si les aérodromes de Berdiansk et de Lugansk ont été victimes de l'opération Dragonfly. Les hélicoptères basés sur ces bases aériennes ont joué un rôle clé dans la défense russe de Zaporijia. Ils agissaient comme une sorte de pompiers. Chaque fois que sur une partie du front, les Ukrainiens commençaient à pénétrer profondément dans les positions russes, les Russes faisaient immédiatement appel à leurs hélicoptères, obligeant les Ukrainiens à battre en retraite. L'arrivée des missiles Atacams en Ukraine complique la poursuite de l'utilisation d'hélicoptères pour défendre Zaporijia. En effet, cela signifie que les bases d'hélicoptères devront être déplacées hors de portée des Atacams. Cela augmente à son tour leur temps de réponse. Par exemple, lorsque les hélicoptères pouvaient atteindre le front en 25 minutes environ lorsqu'ils étaient stationnés à Berdiansk, il leur faudra désormais jusqu'à 1 heure pour atteindre le front après avoir été déplacés hors de portée des Atacams. Les missiles Atacams compliquent la situation non seulement pour les hélicoptères, mais pour tout l'arrière-pays russe. En fait, la plupart des dépôts de ravitaillement russes sont désormais à portée de l'ennemi. L'adaptation aux nouvelles conditions de combat constituera un problème majeur pour les logisticiens russes. En analysant les contre-mesures que les Russes peuvent prendre, il convient de rappeler comment ils se sont adaptés à la présence de lanceurs HIMARS et de missiles M31 d'une portée d'environ 70 km. Les lanceurs HIMARS sont arrivés en Ukraine l'été dernier. Parallèlement, Kiev a reçu des missiles M31 d'une portée d'environ 70 km. Peu de temps après, les Ukrainiens lancèrent une attaque intensive contre les dépôts de ravitaillement ennemis que les Russes avaient imprudemment placés très près de la ligne de front. Les Russes ont suivi la ligne de moindre résistance et ont simplement évacué tous leurs principaux dépôts de ravitaillement hors de portée des lanceurs HIMARS. Cela a allongé les lignes d'approvisionnement russes, mais n'a pas paralysé leur logistique. L'arrivée des missiles Atacams présente toutefois un défi bien plus important. Bien que les Ukrainiens aient reçu une ancienne version du missile Atacams Bloc 1,
celui-ci est toujours capable d'atteindre avec précision des cibles situées à environ 165 km. Cela signifie que tout le Donbass, Zaporijia et même la partie nord de la Crimée pourraient désormais devenir la cible d'attaques précises d'artillerie ukrainienne. Les dépôts de ravitaillement russes à portée du bloc 1 des ATACMS ne sont pas sûrs et doivent être évacués dès que possible. Toutefois, cela signifie que la longueur des lignes d'approvisionnement russes fera plus que doubler. Les convois individuels devront parcourir des centaines de kilomètres pour livrer du ravitaillement aux troupes combattantes. Même un retard de quelques heures dans la chaîne d'approvisionnement pourrait faire la différence entre la victoire et la défaite dans la bataille de Zaporijia. Kiev espère que les missiles ATACMS feront pencher la balance en faveur de l'Ukraine. Mais c'est loin d'être clair. Selon les médias, les Ukrainiens ont reçu un très petit nombre de missiles ATACMS. Certains médias parlent d'une vingtaine de missiles seulement. Il ne s'agit peut-être que du premier lot, et les Ukrainiens recevront bientôt d'autres livraisons. Peut-être que les nouvelles livraisons comprendront des missiles ATACMS Bloc 1A capables d'atteindre des cibles situées à 300 km. C'est dans cette incertitude que les planificateurs russes doivent opérer. En théorie, même une seule frappe de missile ATACMS Bloc 1A sur une cible située à plus de 200 km de la ligne de front pourrait contraindre les Russes à repousser davantage les principaux sites de stockage et de concentration. Un deuxième scénario ne peut cependant pas être exclu, à savoir que Washington fournirait aux Ukrainiens des missiles ATACMS au compte-gouttes, en petits lots à de longs intervalles. Après tout, il ne faut pas oublier que les Ukrainiens réclamaient depuis plus d'un an des ATACMS aux États-Unis et que l'administration Biden avait refusé à plusieurs reprises, soulignant que le risque d'escalade était trop grand. Washington a bloqué les livraisons de missiles ATACMS, même après que les Britanniques ont remis aux Ukrainiens des missiles de croisière Storm Shadow d'une portée d'environ 250 km en mai 2023. Il convient également de noter les différences entre les deux missiles. Le Storm Shadow Scalp est un missile de croisière à basse altitude dont l'ogive de 450 kg peut pénétrer profondément dans une cible telle qu'un bunker, un abri ou le quartier général du commandant de la flotte de la mer Noire à Sébastopol. L'ATACMS Bloc 1, quant à lui, est un missile balistique à trajectoire parabolique. Contrairement au Storm Shadow Scalp, il n'est pas efficace contre des cibles fortement fortifiées, mais ses 950 sous-munitions M74 sont idéales pour détruire les forces ennemies dispersées, comme les hélicoptères de l'aérodrome de Berdiansk. Mais l'ATACMS peut également détruire les ponts. Pour ce faire, les Américains devraient fournir à Kiev des missiles de variante M48 avec une seule ogive pénétrante de 230 kg ou avec le GLSDB, une fusée transformée de facto en bombe avec une charge utile de 100 kg. Kiev devrait recevoir cette dernière plus tard cet hiver. En d'autres termes, même si les Ukrainiens avaient déjà la capacité d'attaquer l'ennemi à une distance de plus de 160 km, ils n'avaient pas la capacité offerte par les ATACMS pour détruire de grands groupes dispersés à une telle distance. L'apparition des ATACMS en Ukraine constitue un problème majeur pour le personnel russe. Les dépôts de munitions devront être évacués profondément vers la ligne de front, ce qui allongera les lignes d'approvisionnement. En outre, les Ukrainiens cibleront certainement le pont ferroviaire stratégique de Chongar, au-dessus d'Issivache, dès qu'ils recevront les roquettes GL-SDB. Il est important de comprendre que les ATACMS ne sont pas une arme miracle qui vaincrait, comme par magie, les Russes plus tard cet hiver. Des attaques régulières et précises contre l'arrière-pays russe peuvent progressivement dégrader le potentiel de l'ennemi, paralyser sa logistique et préparer le terrain pour une autre bataille, très probablement l'année prochaine, sur le front de Zaporijia. Mais en fin de compte, ce sera aux forces terrestres ukrainiennes de porter un nouveau coup, de briser le front et d'éliminer le couloir terrestre Crimée-Russie. En analysant l'impact des ATACMS sur le cours de la guerre en Ukraine, il convient également de réfléchir à la manière dont Moscou pourrait réagir à ce changement. Les Russes ne disposent d'aucune arme dans leur arsenal capable de défendre leurs troupes contre les missiles ATACMS. On ne peut pas exclure que le Kremlin réponde à l'escalade par une escalade, non pas avec des armes nucléaires, mais avec des missiles balistiques. Incapables d'arrêter les attaques ukrainiennes dans leur arrière-pays, les Russes pourraient souhaiter répondre par des attaques similaires contre l'arrière-pays des forces ukrainiennes. Mais le stock russe de missiles balistiques est limité après 1 an et demi de campagne persistante. Néanmoins, l'Iran pourrait venir à la rescousse. Le 18 octobre 2023, l'interdiction imposée par l'Iran sur les exportations de missiles balistiques, fondée sur la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies, expirera. L'Iran peut désormais commercialiser légalement ce type d'armes. Ceci est important, car l'Iran dispose d'un programme de missiles balistiques très développé
et les Russes ont déjà signalé à plusieurs reprises leur désir d'acheter des missiles iraniens. Lors de la visite à Téhéran du ministre russe de la Défense Sergei Shoigu en septembre, la question des ventes de missiles balistiques était l'un des principaux sujets de discussion. Le ministre iranien de la Défense, le général Mohammad Reza Ashtiani, a déclaré explicitement que l'Iran était prêt à établir une coopération en matière de missiles balistiques avec tous les États amis après l'expiration de la résolution. Il se pourrait donc que la fourniture de missiles ATACMS marque effectivement une nouvelle étape dans la guerre Ukraine-Russie. Mais cela sera déterminé non seulement par la famine de la logistique russe, mais aussi par l'intensification de l'utilisation de missiles balistiques, américains d'un côté et iraniens de l'autre.